nous allons attaquer ce nouveau panel. Alors, on va attaquer dans le dur de dur, dans nos contradictions. On va attaquer le libre-échange. Alors, est-ce qu'on peut passer du libre-échange au juste échange? Et c'est vrai que c'est toutes les contradictions de notre société, parce que, en fait, on est tous co-responsables de la destruction des forêts. Pourquoi? Parce que d'abord l'Europe, alors ça c'est en tant que députée européenne, est le plus gros importateur sur tout ce qui est denrées agricoles, que ce soit le soja, que ce soit le cacao, que ce soit l'huile de palme, qui contribue énormément à la déforestation. Et aussi, on est des gros importateurs de tout ce qui est bois. Alors ça veut dire que nous, en tant que consommateurs, et là j'entendais changement de société, changement de production, changement de consommation, vous voyez que là, on est en contradiction totale. Et en même temps, on est les plus grands pourvoyeurs d'aide au développement. Alors que ça soit les aides dans tous les pays du monde, et moi en plus, je fais partie de la délégation ACP, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique, et on aide énormément. Mais le problème, c'est qu'il y a des accords de libre-échange. Et vous savez, l'accord qui fait couler énormément d'encre, c'est l'accord du Mercosur, qui va lier ce qui est Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, et où là, il y a une contradiction totale entre l'affichage sur le climat, ce que vous dites, et puis ces accords de libre-échange où il n'y a plus de taxes douanières, et où on va énormément importer tout ce qui est viande bovine, tout ce qui est volaille, tout ce qui est éthanol. Et les études ont montré que ça allait augmenter de 34% les gaz à effet de serre. Alors d'un côté, on affiche des objectifs, de l'autre, on aide énormément les pays en voie de développement, et puis on est en contradiction totale avec ces accords de libre-échange où le Parlement européen n'a en dernier recours qu'un vote pour dire oui ou non à ces accords de libre-échange. Mais toute la partie négociation est une négociation secrète. Vous savez, on est très fort à l'Europe, hein, quand on parle des labos pharmaceutiques, c'est pareil, on n'a pas accès aux contrats, etc. Et tout ça, c'est négocié entre la Commission européenne et les États membres. Alors, ça, c'est un gros souci, et on voit que ça va contribuer énormément à l'augmentation, justement, des gaz à effet de serre, à l'accaparement des terres, et les populations, et en dernier ressort, les peuples autochtones, ben, ils n'ont pas droit de citer. Puis je voudrais insister sur un combat que je mène depuis des années, qui est aussi l'exportation des pesticides. Parce que là, vous voyez, on va toucher quand même à la mort des gens. Vous savez qu'en Europe, on est très fort sur la législation, sur l'évaluation des pesticides, etc. Et on a toute une liste de pesticides interdits. Eh bien, on autorise quand même les grosses sociétés comme BASF, comme Monsanto et sa clique, à exporter dans les pays en voie de développement des pesticides interdits en Europe. Et ça, c'est terrible, parce que tout l'agro-business utilise ces pesticides, et en plus, maintenant, on utilise ces pesticides pour chasser les peuples autochtones. C'est-à-dire que vous avez des hélicos qui balancent des pesticides dans les villages. Et lorsque j'ai interpellé la Commission en disant « il faut absolument arrêter ça », alors vous savez que la France l'a arrêté. On est quand même un pays où on a arrêté l'exportation des pesticides interdits. Mais pas l'Europe dans sa globalité, parce qu'il y a des enjeux énormes par rapport aux boîtes qui le font. Et donc ça va aggraver, bien sûr, aussi toutes les violations des droits de l'homme. Alors quand on voit des présidents comme Bolsonaro, on se dit que c'est terrible la situation, parce que c'est une situation politique qui fait que on laisse libre cours à l'agro-business, on laisse libre cours à toutes les sociétés extractives, on laisse libre cours à tous les incendies liés à ces forêts qui sont en train de détruire complètement la planète. Et puis un autre accord aussi dont on parle très peu, qui est l'accord de libre-échange qui lie le Mexique, les États-Unis et le Canada, et qui touche aux semences. Parce que dans cet accord, les pays, dont le Mexique, ils vont être obligés de signer et d'adhérer à l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, qu'on appelle l'UPOV, qui vise à donner la propriété légale des semences et autres matériels reproductifs
principalement aux compagnies semencières. Ce qui fait que les populations ne pourront plus accéder à leurs propres semences, les échanger, les vendre, et ils pourront être sanctionnés parce que leurs semences, si jamais elles ont été récupérées par ces gros semenciers, eh bien, ils vont payer des pénalités. Donc, c'est le monde à l'envers. Et vous savez qu'en France, on a été très attaqué. En Europe, on est toujours très attaqué par les lobbies financiers, mais on essaie de résister. Donc, il faut absolument, et c'est l'objectif quand même de la réunion qui aura lieu demain, enfin mercredi, justement pour qu'on fasse une coalition pour que les parlementaires européens, et il faudra pousser aussi les États membres, parce que Macron est venu à Marseille, très bien, mais il faut qu'il dise « je ne vais pas signer cet accord Mercosur ». Est-ce qu'il l'a dit? Non. Ben, il faut déjà que les États membres disent, si on veut être cohérent, parce que c'est un problème de cohérence de politique, il faut que la France dise non à l'accord de Mercosur, et que la plupart des pays disent non, et que le Parlement européen dise non à l'accord de Mercosur. Et si on obtient ça, eh bien, il n'y aura pas de traité. Donc c'est très très important, vous voyez, la cohérence, et après il faudra construire des échanges justes. Hein. Et donc, je vais passer la parole justement pour voir toutes les propositions et les conséquences de ces accords de libre-échange, déjà à Myriam Cisneros, qui est donc qui est intervenue tout à l'heure. Moi, j'étais très contente que vous soyez élu député, parce que c'est très important que vous représentiez à votre Assemblée nationale le fait d'être le porte-parole des populations. Oui, mais je vais lui passer la parole, mais c'est très important. Ouais. Oui, je disais que j'étais très fière que vous ayez obtenu le fait d'être député, parce qu'au moins, vous pouvez vous exprimer, même si ça ne doit pas être simple. Et puis, je voudrais répondre à l'intervenant précédent. Quand vous parliez du colludalisme, nous, on parle beaucoup d'oligarchie, vous voyez, de ces élites qui décident pour les autres. Et à l'heure actuelle, il y a un clash énorme, parce qu'on voit bien qu'à la Commission, c'est le business. Alors, on l'habille, ce business. Vous voyez, on l'habille en disant on va se bagarrer pour le climat, on va se bagarrer pour la biodiversité. Mais quand on voit les actes, l'incohérence des politiques commerciales, ça fout tout en l'air. Parce que c'est vrai, c'est de la distraction. C'est pour ça que cette conférence, elle est très importante par rapport au climat qu'il y a. Il faut montrer à l'UICN qu'il y a des voix qui s'élèvent contre ces zones de protection. 30%, et alors ailleurs on pourra polluer? On veut faire des solutions au niveau de la nature, et alors on va détruire la biodiversité pour compenser ailleurs, et pour évacuer les gens qui vivent dans ces zones-là. Et vous avez tout à fait raison de dire, il faut qu'on change de système. Mais changer de système, vous voyez que là, on est pauvre en imagination, parce qu'il faut revenir peut-être à nos fondamentaux, comme vous l'avez dit, pour dire, mais on a besoin de quoi pour vivre? Et comment mieux articuler la nature qui fait partie de nous? On fait partie de la nature. Et on n'est pas au-dessus de la nature avec Descartes qui a montré qu'il fallait apprivoiser la nature, alors qu'on en fait partie. Et ça, c'est toute la différence culturelle qu'on a entre les pays occidentaux et les pays en voie de développement. Voilà, donc je vais passer la parole à Myriam, hein, pour nous expliquer un peu comment elle voit les accords de libre-échange. Gracias. Primeramente saludarle a la representante de la parlamentaria europea
Para mí es un honor tenerlo y a pesar de que no entienda en su totalidad su idioma, pude entender à mi manera. Bonjour, encore merci. Je voudrais remercier la parlementaire européenne. C'est un honneur pour moi de discuter. Et même si je ne comprends pas tout, voilà. Para hablar sobre el comercio justo, en mi país, en el Ecuador, para nosotros, especialmente para los pueblos indígenas, para sectores sociales y pequeños emprendedores como los productores agrícolas, artesanos, ha sido una preocupación muy grande. Cuando Ecuador hace 10 años atrás estaba en el Tratado de Mercosur. Para nosotros era una preocupación de cómo poder frenar, porque no nos favorece. Primero, porque el Tratado de Libre Comercio haría solo con las empresas grandes, que prácticamente los productores pequeños quedaríamos seriamente afectados. Por lo tanto, Ecuador ya no es parte de Mercosur. Pour parler du commerce juste en Équateur, il faut que je vous parle dans nos peuples, les petits entrepreneurs agricoles, les artisans. C'est c'était très difficile quand l'Équateur était encore dans le Mercosur. Il en est sorti maintenant. Il fallait réaliser que le fait d'être dans le Mercosur nous freinait, ne nous favorisait pas et ne traitait qu'avec les grandes entreprises et pas avec nous. La propuesta de nosotros para nuestro gobierno es valorar el trabajo del campo, del páramo, de la costa ecuatoriana, donde nosotros sembramos, cultivamos la tierra sin productos químicos, son orgánicamente naturales. Entonces, esto que llegue a los mercados para así poder beneficiar a los pequeños agricultores. Nos propositions pour le gouvernement est de valoriser le travail de notre communauté, donc du travail agricole, du travail de la pêche, du travail maritime, et de favoriser nos produits naturels. Hoy en mi representación como parlamentaria, en representación de mi país, estamos creando propuestas de normativas comunitarias para socializar y concientizar dentro de los países de América Latina. Aujourd'hui, comme parlementaire, je crée des propositions, je monte des propositions communautaires pour les diffuser à l'intérieur de l'Amérique latine. Siempre decimos que nuestros territorios, nuestros recursos naturales no deben ser mercantilizadas porque eso nos lleva a una serie de problemas con grandes impactos ambientales. Nous disons toujours que nos territoires, nos ressources ne doivent pas être commercialisées parce que tout ça nous amène toujours à beaucoup de problèmes environnementaux. Por lo tanto, nuestras propuestas deben ser valoradas, deben ser recibidas por los gobiernos. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos trabajando. Actualmente estoy presidiendo la Comisión de Pueblos Indígenas dentro de la Comunidad Andina. Eso nos hace fortalecer, crear redes de mujeres, de jóvenes, para que estos espacios sean discutidas y analizadas seriamente para que nuestros territorios no entren en esos problemas. Más bien la responsabilidad de asumir cada uno de nosotros, porque no es solo responsabilidad de los pueblos originarios, sino las propuestas deben ser creadas, analizadas con buenas ideas, porque solo de esa manera podemos garantizar primero nuestra alimentación.
ya sea espiritual, sanar, porque necesitamos una sanación completa a la humanidad, porque nosotros mismos estamos poniendo en riesgo la vida de todos nosotros, de nuestros hijos y de los que están por venir. Muchas gracias. C'est pour ça que nos propositions, nous voulons qu'elles soient reçues par les gouvernements et nous travaillons dessus dans nos communautés. Je suis membre d'une commission andine et dans ces commissions, nous créons des réseaux de femmes pour que nos propositions soient discutées sérieusement. Et nos propositions, nous voulons qu'elles soient analysées. Nous voulons qu'elles soient analysées tous ensemble pour garantir et pour assainir notre humanité. Très bien, un beau programme. D'abord, des femmes, super. Il faut s'organiser, être en collectif. Et puis, il faut faire remonter les propositions. C'est très important. Alors, je vais passer maintenant la parole à une jeunette, Adélaïde Charpier, qui est représentante de Youth for Climate en Belgique. Alors, comment tu vois ça, toi? Quel est ton regard de ces échanges frauduleux, de ces business as usual? Comment tu vois ça et comment lier? Alors moi, ces mouvements de jeunes pour le climat, c'est très climat, et moi je suis très climat, biodiversité. Hein, parce qu'on a vu, tout est marché. Hein, on fait le marché du carbone, etc. On fait le marché de la nature maintenant, parce qu'on va donner un coup à la nature, et puis après on compense. Il faut voir comment on compense. Comment vous voyez ça? Comme j'ai pu faire une introduction ce matin, 3 membres des Jeunes pour le climat belges ont eu l'occasion de se rendre au Brésil et de discuter avec différents peuples autochtones sur place pour essayer justement de comprendre le lien entre le combat qu'on menait en Belgique, le combat principalement du climat, donc cette question du CO2 dans l'atmosphère, mais le lien qu'il y avait avec cette forêt amazonienne qui est en fait tout un système et qui englobe donc aussi les peuples qui y vivent et la défense de leurs droits qui nous permettrait en fait de faire face au dérèglement climatique. Et comme ça, on n'a pas tout de suite... On ne peut pas tout de suite comprendre le lien, mais de pouvoir parler avec ces personnes, ça nous a tout de suite créé des déclics et ça a réellement changé une partie de nos valeurs dans le mouvement des Jeunes pour le climat en Belgique. Et on a, comme je l'ai expliqué ce matin, on se bat aujourd'hui non seulement pour une question climatique qui est souvent mise en avant une question climatique auquel on pense tout de suite à des gaz à effet de serre, qui est vraiment aussi évidemment essentiel, mais aussi en combat des droits de l'homme, qui en fait nous permettrait aussi de résoudre des problèmes comme le dérèglement climatique. On est persuadé que dans la solution, dans la transition vers non seulement une société neutre en carbone, il nous faut une transition vers une société respectueuse de son environnement, respectueuse les uns des autres, et donc ce n'est pas qu'une question de CO2, c'est vraiment une question de droit de l'homme et on doit pouvoir défendre ça aujourd'hui quand on marche dans les rues aussi pour le climat. Donc cet accord du Mercosur à Bruxelles, là où se trouvent les institutions européennes, on en a beaucoup parlé et on s'est battu avec les Jeunes pour le climat et beaucoup d'autres ONG contre, entre autres, l'accord du Mercosur dont on a mentionné le nom. Et cet accord qui évidemment qui n'a aucun sens pour nous, quand on voit que l'Union européenne veut mettre en avant des objectifs pour entamer une transition justement de vie de société, la manière dont on va vivre pour pouvoir atteindre cette fameuse neutralité carbone. Mais on voit qu'alors, ce qui n'a pas été compris encore, c'est que ça veut dire qu'il y a un réel changement de vie, mais non seulement, et de la manière dont on va vivre, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Le climat n'a pas de frontières et ce combat n'a pas de frontières. Donc on doit aussi comprendre comment nous, les décisions qu'on prend ici à Bruxelles et donc pour l'Union européenne, ont
un impact aussi en Amérique latine, entre autres. Et donc cet accord, pour nous, n'a aucun sens. Quand on essaye de changer chez nous, en Europe, la manière dont on pratique l'agriculture, une agriculture qui serait avec des fermes à taille humaine, en réel changement, qui est prôné par beaucoup ici en Europe pour entamer cette transition. Mais par contre, d'aller signer un accord qui intensifierait ces agricultures intenses en Amérique latine. Donc c'est-à-dire qu'on porte le problème en fait juste plus loin et on essaie de se montrer une belle Europe. Et donc ça c'est un problème parce que on a beau essayer d'être les plus beaux ici en Europe, si le problème continue autre part, c'est aussi un problème pour nous parce que le climat il ne comprend pas les intentions politiques, le climat ne comprend pas les différents territoires, les différents pays, les différentes cultures. Le climat comprend juste les CO2 ou les gaz à effet de serre qui montent dans l'atmosphère et donc c'est encore un problème en tout cas pour cette question de gaz à effet de serre. Et donc pour une personne qui de base se bat juste pour ça, j'ai tout de suite compris qu'on allait devoir élargir notre combat à d'autres valeurs et aussi se créer une alliance avec ces peuples qui sont en Amérique latine et qui en fait se battent pour leur territoire, mais qui nous permettrait aussi de résoudre ces dérèglements climatiques. Ça fait partie de la solution et je suis persuadée que c'est à travers ce combat-là qu'on pourra y arriver. Et donc, il faut absolument, si aujourd'hui on veut, entre autres, résoudre le dérèglement climatique, s'allier avec ces peuples qui nous permettent aussi de sauver des parties de cette planète qui doivent absolument être gardées dans le système dans lequel ils vivent. Et donc, en système de biodiversité, ce n'est pas seulement des arbres et des oiseaux et des animaux, c'est aussi tout un système créé par ces peuples qui sont présents depuis des générations, et ils l'expliquent beaucoup mieux que moi, mais qui sont là, et donc on doit comprendre que même si nous, on a toujours voulu vivre en dehors de la nature, on a toujours voulu voir la nature comme ce moment où le dimanche on ira se promener, mais le lendemain c'est rebelote, boulot, et on est dans un énorme building complètement coupé de la nature, et c'est possible de vivre autrement, et je pense qu'on doit pouvoir s'ouvrir à ça et surtout réaliser que comme ça fait partie de la solution, on doit pouvoir passer par là. Tout ça pour dire que le mouvement des jeunes pour le climat à Bruxelles s'est beaucoup battu contre l'accord du Mercosur. Vous l'avez dit, cet accord va augmenter les émissions de CO2, donc ça va pas du tout aider aussi l'Union européenne à atteindre cette trajectoire de neutre en carbone pour 2050. Et donc avec des leaders au Brésil, des jeunes du climat de Youth for Climate en Belgique, mais d'autres activistes à travers le monde aussi, et des organisations de la société civile, nous avons lancé une pétition il y a quelques mois qui s'appelle The Fate of Amazonia and its Guardians is linked to ours. Europe must act immediately. Le but de cette pétition, qui est encore ouverte aujourd'hui, donc vous pouvez aller signer, est de, premièrement, arrêter cet accord de l'UE-Mercosur, et deuxièmement, de tout de suite arrêter les politiques liées à la déforestation et aux imports qui sont liés à la déforestation. On a différentes demandes, que ce soit par exemple, comme ce qu'on essaie de faire ici aujourd'hui, la création d'une coalition, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et ça c'est vous qui allez nous aider, la coalition de parlementaires européens qui travailleraient en lien directement avec des peuples indigènes et la société civile pour veiller à la protection de l'Amazonie et ses peuples. Donc une autre demande, c'est comme je vous l'ai précisé, l'abandon direct de l'UE-Mercosur de cet accord, et ces demandes sont essentielles aujourd'hui pour continuer notre coalition et pour vraiment avancer sur cette trajectoire de changement de société, et donc une société plus respectueuse de ce qui l'entoure. Très bien, très bonne initiative. Très bonne initiative. Puis c'est très important de faire le lien, vous voyez, entre tout le monde. Parce que chacun, bon, moi je travaille beaucoup à l'Europe avec les parlementaires qu'on essaie de bouger, mais c'est très bien qu'il y ait ce lien avec vous, parce que
Tu vois, c'est cette dynamique à la fois de génération, à la fois de culture, et puis d'englober, parce que la biodiversité, on y est dans la biodiversité. Hein, si on défend l'humanité, on fait partie prenante. Sauf qu'il n'y a pas des humains plus grands que d'autres. Hein, c'est ça qui est important. Et le fait que vous ayez fait cette visite, c'est très important aussi de prendre en considération d'autres valeurs. Et ça, c'est la rencontre. C'est pour ça que c'est très important de se rencontrer sur le plan humain. Et que ça ne soit pas seulement par des vidéos, que ça soit par vraiment des témoignages. Bon, on va voir un autre témoignage. C'est donc Lindaï Bastida, vous êtes intervenue tout à l'heure. Et ben, je voudrais avoir votre vision des choses là-dessus. Pour la traductrice. Merci. Well, thank you so much for this opportunity to be here in this panel. And I feel very honored to talk about these issues because it has touched the lives of many. And I'm not just talking about human beings, but species and other beings. À tous, ça résonne un petit peu. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très honorée et touchée de cette. Enfin, je suis très honorée d'avoir cette opportunité de vous parler. Et tous ces sujets touchent de nombreuses personnes et également des espèces et beaucoup de vie dans le monde. Donc voilà. This topic about free trade, it sounds like a very beautiful idea and good idea, but it's not. Du libre-échange semble être une bonne idée, mais ça ne l'est pas. Is it really free trade? Est-ce que c'est vraiment du libre-échange? Are we asked as a society about this kind of agreements? Est-ce que nous avons demandé à la société si ça marche vraiment? So this is what we are talking about. A world that others take decisions based in the so-called trade agreements, and the World Trade Organization was born for that purpose. Et on y est, on est dans un monde où on prend des décisions basées sur des échanges de libre-échange et que, en fait, la Banque mondiale a été créée justement pour ça. So this has to do with intellectual property rights. Et c'est lié au droit de la propriété intellectuelle. And these intellectual property rights just represent corporation, business-based issues. Et ce sont des sujets saisis par les entreprises corporates. So let's take just into consideration the NAFTA agreement, which was signed in 1994. Alors, on va parler du traité de NAFTA. Alors du coup, je ne sais pas ce que c'est en français. On va en parler. North American Free Trade Agreement. Ah d'accord, donc c'est un traité de l'Amérique du Nord. Traité de libre-échange entre les pays de l'Amérique du Nord, dont vous parliez tout à l'heure, je pense. United States and Mexico. Et oui, donc où il y a le Canada, les États-Unis et le Mexique. The same day that it was signed, the Zapatista movement arose. Le jour de sa signature, un mouvement pacifiste a eu lieu. And it was said that Mexico was going to enter the first world. And it was stated that Mexico was about to enter the first world. Ah, ok.
Et en fait, ils ont dit que le Mexique allait entrer dans le premier monde, donc devenir un pays développé. But it was not true. Because, Mais ce n'est pas vrai. you know, the First Nations, as you call indigenous peoples, have been struggling for survival. And I want to say that when we were from the IISD, the Institute for Sustainable Development based in Ottawa, and also in Geneva, we were carrying out some studies about how the NAFTA was in relationship with the European Union based in the Maastricht Treaty. Alors en fait, notre nation a eu du mal avec et essaye de survivre. Et en fait, nous faisions partie d'une coalition, d'une agence dans le développement durable. Et on a compris en fait que NAFTA faisait partie du traité de Maastricht. But the difference between the European Union as a treaty and the difference with NAFTA. Ok. En fait, oui, on a fait la comparaison entre l'Union européenne et le NAFTA. So different because when we talk about free trade agreements, we call this raw treaties that take just into consideration the exchange of goods. Oui, en fait, ces traités de libre-échange, c'est vraiment des traités très basiques qui traitent de justement échanger les commodités, échanger l'échange de produits et de biens. Meaning that even in NAFTA, the social regimes and the environmental regimes were not taken into consideration. Et donc les traités, les articles sur les enjeux sociaux et environnementaux n'étaient pas du tout pris en compte. And that's the reason there were created two commissions. One commission, the Commission of Environmental Cooperation. Et alors ils ont créé deux commissions, une commission pour la coopération environnementale. And the other commission for the rights of labor. Et l'autre pour les droits du travail. And we can see how these treaties just serve to the corporate and the corporative world. Et ce sont des traités qui servent vraiment au monde corporate. When we see this is that this kind of agreements, such as Mercosur and other agreements, they don't take into consideration people, societies and biodiversity. Ce genre de traités comme le Mercosur ne prennent pas du tout en compte les gens et l'impact sur la biodiversité. Now there is another one. There is the Pacific Partnership. Et maintenant, il y a un nouveau traité, un partenariat dans le Pacifique. Partnership. C'est un partenariat Between Japan, entre le Japon, Singapour, Nouvelle-Zélande, Chile, Mexico, United States. Chili, Mexique et États-Unis. But see, NAFTA was given birth to another treaty that was failed in the year 2001, the so-called Free Trade Agreements of the Americas. Et le Mercosur a ensuite donné lieu, le NAFTA a ensuite donné lieu à un autre traité en 2001, which was what? The Free Trade Agreement of the Americas. C'était un libre-échange des pays d'Amérique. Because we as peoples, we were asking, how come you're there to sign agreements without taking into consideration social regimes, meaning human rights, and also the environment?
Et comment cela se fait que vous ne prenez pas en compte les droits sociaux des gens et les droits environnementaux? Nations and territories are not even taken into consideration at all. Et les peuples originaux ne sont pas du tout pris en compte. So this is a new colonial way of exerting dominion. Et c'est une nouvelle forme de colonialisme, de domination de ces peuples. We were even saying, why don't we sign an agreement such as the European Union? Pourquoi est-ce qu'on ne signe pas un traité avec l'Union européenne? Which is not the best, but it's more human and environmental based. Ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est quand même beaucoup plus basé sur l'humain et la nature. Because as you see, under NAFTA, we as Mexicans, we cannot go freely from Mexico to the United States or Canada. Oui, avec le traité de NAFTA, on n'a même pas la possibilité d'aller librement au Canada et aux États-Unis. It's just for trade. C'est juste pour le libre-échange. But not taking into consideration differences and cultural, biocultural composition of different countries. Oui, cela ne prend pas du tout en compte la diversité culturelle, bioculturelle de ces personnes-là. So that's the reason we are now seeing a newborn regime based in the rights of nature. Et c'est là qu'on doit se baser sur une nouvelle forme de respect de la nature. And the earth jurisprudence. Et la jurisprudence de la terre. But it's not enough because these kind of agreements still direct their policies for the dominion of peoples and species. Suffisant, car ces entreprises vont toujours essayer de dominer les autres. So we need other kind of agreements. Agreements that take into consideration people, species, and biocultural heritage. Et il faut en prendre en compte l'héritage culturel, bioculturel de ces peuples-là. And you can see, you say here, just exchange. Sur le programme, vous mettez juste échange. Do you think with free trade agreements is just? Well, we need to change, and we need to change our institutions. These free trade agreements are killing life, are killing species, are killing biodiversity, are killing the spirit of biocultural heritage. Nous devons changer, car ces traités sont en train de détruire la vie, les espèces, la biodiversité, la culture biologique et notre esprit. So my time is off, and I would like to thank you for this beautiful time. Il remercie le public. Merci de ce témoignage et de cette analyse. Là, on essaie de se dire, est-ce qu'on peut passer du libre-échange sans contrainte, puisque là, il n'y a pas de conditionnalité, on ne fait pas les droits de l'homme, on en parle. Dans le cas des accords UE, mettons Argentine, Brésil, tout ça, mais en fait, ce n'est pas sanctionnable. Par contre, si jamais il y a un défaut d'investissement ou un manque de sécurité d'investissement, alors ça, c'est sanctionnable. Donc c'est l'argent qui est roi.
Mais en même temps, vous voyez bien que la pandémie nous a montré le problème de la souveraineté européenne ou souveraineté nationale. Donc quand on fait des libre-échanges comme ça, on détruit la souveraineté, alors que ce soit alimentaire, sanitaire, etc. Puisque là, comme c'est le business, c'est qu'un libre-échange sans taxe douanière. Vous voyez, avant, les pays se protégeaient. Moi, j'ai beaucoup bossé en Afrique. Ben, les pays se protégeaient avec une taxe douanière où tous les produits qui venaient d'Europe étaient taxés et ça revenait au budget de l'État. À l'heure actuelle, on a fait sauter ces taxes douanières. Donc, en fait, il n'y a que des importations pour ces pays. Et à plusieurs reprises, il y avait du poulet qui venait de Bretagne, il y avait du poulet qui venait du Brésil, etc. Et le poulet était plus cher que le poulet fabriqué dans ces pays. Ça a été la même chose pour les pommes de terre, ça a été la même chose pour nos excédents à nous, et notamment la grosse polémique en ce moment, c'est le lait en poudre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout le lait, parce qu'il n'y a plus de quotas laitiers maintenant en Europe, eh bien, tout ce lait-là, on enlève la matière grasse parce que le beurre c'est cher, et on l'enrichit avec de l'huile de palme. Donc tout ce lait enrichi avec de l'huile de palme part en Afrique à des prix qui sont plus bas que le lait produit sur place. Donc vous voyez bien les incohérences de ces accords de libre-échange. Et comme il n'y a pas de conditionnalité sur les droits de l'homme, sur la biodiversité, pour encourager, si vous voulez, une production locale de lait, c'est souvent les femmes qui sont beaucoup productrices de lait, que ce soit au Niger, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, eh bien, ça vous détruit complètement le tissu dans ces pays africains. Et en Amérique latine, c'est la même chose. Donc, vous voyez bien qu'il faut tout reprendre à zéro. Il faut qu'il y ait tous les partenaires qui sont autour d'une table pour intégrer pas seulement le commerce, mais pour intégrer la biodiversité, pour intégrer le climat, pour intégrer surtout les peuples autochtones ou même les petits paysans sans être autochtones, mais qui travaillent avec une éthique et avec de l'agroforesterie ou de l'agriculture bio. Alors que là, c'est pris par ces gros agro-business, et puis ils vous détruisent tout, ils vous incendient tout, avec souvent l'aval des gouverneurs qui, de toute façon, négocient directement avec les gros. Donc c'est complètement le système, et je suis d'accord avec vous qu'il faut reprendre. Parce que là, c'est pas en mettant un peu plus de conditionnalité, tout ça, qu'on arrivera à changer les choses. Mais pour ça, il y a intérêt à faire une révolution, hein, avec les jeunes, dans la rue. Et au-delà, parce que la situation est grave, on parle d'urgence, mais si on continue comme ça, on va tout tuer. Vous voyez, là, ces peuples autochtones, pour moi, c'est une richesse qu'on a, mais qui est d'une fragilité incroyable. On va sur la culture, la monoculture à tous les niveaux. On devient monomaniaque. Et il faut la polyvalence, il faut la biodiversité à tous les niveaux. Hein, c'est pour ça que là, vraiment, il y a un combat. Hein. Bon, alors maintenant, on va passer à une vidéo de mon collègue Raphaël Glucksmann, qui est beaucoup axé aussi sur ces sujets. Vous voyez qu'au Parlement européen, on est des militants députés européens. Donc, bonjour, cher Raphaël. Je suis désolé de ne pas être avec vous à Marseille pour ce débat si important, mais j'attends avec impatience votre venue ici, au Parlement européen à Bruxelles, pour mener les combats qui nous sont communs au sein des institutions européennes. Je tenais à vous envoyer ce message de solidarité et de soutien. Quand on parle du libre-échange généralisé et du système qui actuellement nous amène dans le mur, vous et nous tous, eh bien j'ai toujours cette image qui revient en tête. Un poulet sur l'île de la Réunion, que j'ai vu en 2019. Ce poulet, élevé en batterie au Brésil, puis conditionné en Roumanie, coûtait sur l'île de la Réunion 3 fois moins cher qu'un poulet élevé à quelques kilomètres de son point de vente sur l'île de la Réunion. Un monde qui organise cela est condamné. Il est condamné climatiquement, il est condamné socialement, il est condamné humainement. C'est de ce monde-là, de ce système-là, que nous devons sortir ensemble. Ce libre-échangisme dérégulé a aujourd'hui un symbole, une forme quintessentielle de son existence. C'est l'accord avec le Mercosur. Cet accord représente tout ce que nous rejetons dans les décennies qui viennent de s'écouler.
Cet accord nous rend complices de la déforestation en Amazonie. Il nous rend complices de la violation des droits des peuples autochtones. Il nous rend complices de politiques dont nous voulons justement sortir. Et par quoi nous voulons remplacer ces politiques? Par quoi nous voulons remplacer ce dogmatisme du libre-échange qui a mené le monde dans cette impasse écologique, sociale et politique? Par le juste échange, par un échange librement consenti entre les peuples, par un échange qui met le commerce au service des principes et des intérêts à long terme de nos nations et non plus au sommet de l'organisation humaine. C'est de cela dont nous devons nous occuper en ce moment en Europe. C'est l'urgence absolue pour vous et pour nous. Alors, il faut que le Mercosur rejoigne les poubelles de l'histoire. Il est aujourd'hui dans les limbes, nous allons tout faire pour qu'il y reste et qu'il soit définitivement condamné. C'est le sens de l'histoire. Vos revendications reçoivent ici le soutien et rencontrent les revendications de millions de citoyennes et de citoyens européens qui, comme vous, n'en peuvent plus de ce monde fondé sur la prédation, l'injustice et les profits gigantesques de quelques-uns au détriment des intérêts du plus grand nombre. Les gouvernements aujourd'hui n'arrivent même plus à imposer ces accords. Ils ne peuvent plus ignorer les revendications des peuples. C'est donc un moment de tournant dans notre histoire. Et il faut qu'ensemble, nous construisions une alternative à cette religion du libre-échange et du profit à tout prix, à tout coût. Le juste échange est inéluctable. La question, c'est celle du temps. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Il faut, dès maintenant, changer les principes qui structurent les échanges internationaux. Votre venue est fondamentale. Je suis certain que Nicolas et Adélaïde vous l'ont déjà dit. À quel point votre voix est importante pour nous. Non seulement pour vous faire entendre, mais aussi pour que nous soyons entendus dans nos combats. Et donc je suis convaincu qu'ensemble nous allons y arriver. Nous allons sortir le monde de l'ornière et nous allons enfin définir un système d'échange international qui soit juste et garantisse l'avenir de toutes et tous à long terme. Merci à vous et j'ai hâte de mener ces combats ici, ensemble. Donc vous voyez, il y a en partie de la coalition des députés comme ça. Ah, il n'y a pas de micro. Ah, vous m'entendez pas? Non. Ben, ça va venir, mais... La technique, ah ben voilà la technique, vous voyez, il suffit d'attendre. Oui, je disais que là, on a un supporter pour signer la coalition avec plusieurs députés européens de différents bords politiques. Parce que ce qui est très important pour gagner, c'est qu'il faut aller au-delà de son groupe politique et il faut convaincre les gens de l'absurdité et de l'incohérence de ces accords de libre-échange. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Tom, sachant qu'à 12h30, il va falloir terminer. Donc les échanges, on en aura beaucoup plus cet après-midi, parce que là, il y a des problèmes techniques. À toi, Tom, sur ces accords de libre-échange. Yes, thank you. I'm on the agenda. I just wanted to convey a couple reflections. I've been involved with the solidarity of indigenous peoples worldwide at the World Trade Organization. Quelques réflexions rapides. Je suis impliquée dans les systèmes de solidarité, le système des indigènes dans le traité international de libre-échange. And to make sure I did not miss some of the articulation of these meetings that I've been at, I had to dig into my computer.
Some of the agreements that we look at in the free trade mechanisms, especially we have to recognize the WTO as that mechanism, are issues like the agriculture trade related aspects of intellectual property rights called TRIPS, the investment measures called TRIMS, and the General Agreement on Trade and Services, GATS. These are very critical instruments being used in this discussion of free trade mechanisms multilateral throughout the world. Ces systèmes de libre-échange internationaux sont assez complexes parce ils impliquent l'agriculture, les échanges de biens et des services, mais aussi la propriété intellectuelle, de multiples couches, disons, d'intérêts qu'il est très important de suivre et d'analyser. So indigenous peoples, especially our future generation, will be extremely affected by these free trade agreements. It's been about 7 decades now that the effects of economic globalization, which is again colonization and capitalism, has had its... Go ahead, yeah. Ces traités vont profondément impacter les générations futures de peuples indigènes, car maintenant cela fait 70 ans que nous sommes régis par de tels systèmes, ce traité ou d'autres, avec des coûts et des conséquences certaines. Yes. So our articulation and critical analysis as indigenous peoples in the South and in the North that have been working on the issues of free trade are addressing the concerns of neoliberalism. Les personnes nos délégations qui ont analysé ces systèmes de libre-échange, qu'ils soient du Nord ou du Sud, cette analyse est nécessaire pour voir comment... Sorry, what about the end? Finalement, tout cela revient à une seule chose, c'est des systèmes de néolibéralisme. So just in summary, to conclude, some of the main demands that we have had as indigenous peoples has to demand on a new focus of a new economy that is not a death economy, that drinks the water, that eats the Mother Earth. We're asking for a living economy. En conclusion, nos analyses portent vers une chose, c'est que nous demandons la fin d'une économie de la mort, en fait, pour une économie qui boit l'eau, une économie qui détruit. Nous demandons que ces systèmes économiques deviennent une économie, ou du moins protègent ou tendent vers une économie de la vie. As you heard earlier in the discussion of climate capitalism, we have addressed that in these WTOs, that the economic globalization privatizes and commodifies the sacredness of nature, the sacredness of our intellectual knowledge. Ces systèmes, en fait, marchandisent la nature, marchandisent la vie. Please go ahead. Okay, thank you. And that the big demand is that nature must not be traded as capital, that Mother Earth is not for sale. These are very critical demands from indigenous peoples, but now many local youth movements are understanding this, so we're very inspired by our young generation. Nous sommes très inspirés par tous ces mouvements de jeunes qui émergent, car ils nous rejoignent et nous, disons. So the other demands that we've been recognizing is that these free trade agreements in different regions of the earth, they do not reach out and consult with indigenous peoples. Free trade agreements are being implemented without recognition of free, prior, and informed consent. Le libre-échange, nous sommes désolés qu'il n'y ait pas plus
de prise d'attache avec les personnes indigènes parce que So in North America, we had NAFTA, as my brother talked about. Under the previous totalitarian president of the United States, Trump, he dissolved NAFTA agreement and formed his own free trade agreement of Canada, United States, and Mexico, and never reached out to our indigenous peoples of any of those countries. si l'on prend l'exemple dans un passé récent, le président Trump a effacé le traité de NAFTA et a construit un traité lui-même, un néo-traité, sans, une fois de plus, bien sûr, prendre en considération ou parler aux peuples indigènes. So this is why in these brief moments we're trying to explain these different components of colonization, colonialism, of Mother Earth and its effect to us as indigenous peoples, trying to express this so that you can understand. You know, one of these issues we're talking about concerning this issue is this dominion that was mentioned by our brother from Colombia. The concepts of dominion, again, over life itself, the free trade instruments are a way of privatizing life. There is a movement based in London in Europe called the financialization of biodiversity network. So there are people beginning. That's why I sit here in support of our youth who are demanding that there be a repeal and end of this EU free trade agreement of what Mercosur is very important because that's importing the trees from Brazil. My brother, Chief Ninawa, is one of the ones that lifted that up. So hopefully this will give you some understanding. We need your support because what you can do here is very important. Thank you. Merci. Merci. Thank you. Merci pour cette analyse. Ben maintenant, on va passer à la vidéo de Nicolas Hulot qui va s'exprimer sur ce sujet et puis on terminera cette table ronde pour repartir cet après-midi sur de nouveaux sujets. Alors, Monsieur Hulot, au moment de la dites-nous. COP 21, dans laquelle vous avez joué un rôle primordial, vous avez vraiment lutté pour cette inclusion des peuples autochtones. Est-ce que vous pensez qu'on a réalisé des progrès depuis? Où en sommes-nous exactement et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Il y a un frémissement. Moi, je me suis, quand j'étais auprès du président Hollande pour préparer la COP 21, je pense que les représentants des peuples indigènes n'ont rarement été autant reçus à l'Élysée. Je me suis efforcé, quand je suis devenu ministre auprès du président Macron, de lui proposer un projet d'un sommet des peuples autochtones qui aurait dû être hébergé à Paris et qui aurait été une occasion d'un dialogue exigeant, croisé entre les représentants du monde moderne et les représentants du monde spirituel, pour mettre ces deux mondes qui devraient se compléter plutôt que de s'opposer. Pour être sincère avec du recul, cet événement que je voulais organiser, je n'en ai pas eu les moyens et pour l'instant il n'a pas vu le jour. Il est toujours à l'ordre du jour, mais il reste un projet parmi d'autres. L'inclusion des peuples autochtones dans la lutte des changements climatiques, elle reste marginale, de mon point de vue. Il y a des efforts. L'autre jour, j'ai réussi à, déclencher une réunion entre le président Macron et le cacique Raoni. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on ne parlait que de ce représentant qui est reçu par des présidents, mais
les promesses se suivent. Et souvent, la réalisation de ces promesses tarde à venir. Mais ce n'est pas un président qui devrait s'investir, c'est toute l'Europe, on ne parlait que de cela, et qui devrait mettre au banc des accusés les États, les nations, ou en tout cas leurs dirigeants, qui bafouent les droits des peuples premiers. C'est d'autant plus aberrant que ce qui se passe notamment en Amazonie, et notamment, je fais référence aux incendies qui se multiplient et qui s'intensifient et qui souvent mordent sur le territoire des peuples indigènes, quelque part, compromettent notre propre sécurité, puisque tout cela, évidemment, va participer à un phénomène d'emballement des changements climatiques. Donc c'est un problème de sécurité mondiale, pas simplement d'ailleurs pour les peuples indigènes. Comment se fait-il que les Nations Unies ne se soient pas mobilisées, n'aient pas convoqué un Conseil de sécurité des Nations Unies pour réagir vis-à-vis des pays concernés? Donc on est encore dans, je dirais, les mots de sympathie, la bienveillance, une forme d'empathie qui parfois est sincère, mais la réaction n'est absolument pas à la hauteur. Et les peuples indigènes, si on savait s'en inspirer, si on savait les écouter, pas simplement les regarder comme des hommes curieux, mais quelque part, ils pourraient nous être des guides merveilleux pour trouver un nouveau chemin. Mais ça doit être un dialogue. On ne doit pas simplement être là en spectateur ou en bienfaiteur. On devrait déclarer une grande coopération entre nos deux mondes qui, encore une fois, peuvent se compléter. Je ne dis pas que nous n'avons rien à leur apporter, mais pour l'instant, on leur a apporté plus nos vices que nos vertus. Mais ces crimes du passé, en quelque sorte, ils continuent encore. Parce que ce que vous voyez avec les multinationales, en fait, elles répètent ce que le colonialisme a fait à l'époque. Et peut-être aussi certains projets de conservation. Je voudrais avoir votre avis sur le fait, par exemple, que le dernier sommet planétaire qui vient d'avoir lieu, où on a décidé que 30% des aires naturelles seraient préservées, est-ce que ça ne va pas aussi, je vais dire, contre le rôle des peuples autochtones, qui sont les meilleurs gardiens, et qu'on ne consulte absolument pas dans ce cas-là? Vous avez raison, il y a une forme de néocolonialisme absolument insupportable. Quand vous voyez dans le domaine du vivant que les ressources sont souvent dans ces territoires-là et que les brevets sont dans les pays du Nord, on ne parlait que de cela, bien entendu. Quand vous voyez effectivement que certaines multinationales se permettent dans ces territoires éloignés des comportements ou des agissements qu'ils n'oseraient même pas exercer dans nos propres pays. On doit évidemment les associer à cet objectif de sanctuariser, mais sanctuariser sans ignorer que ces territoires, souvent, ce sont les leurs et qu'ils en ont été dépossédés. Alors, on devrait pouvoir se rejoindre, puisque ce que demandent souvent les peuples indigènes, c'est qu'on les laisse ces territoires, évidemment, intacts, ou en tout cas qu'on les réhabilite. Mais on ne peut pas le faire en leur imposant les normes, les protocoles, parce que eux savent plus que nous comment faire et ce qu'il faut faire. Mais c'est là où vous voyez toutes les limites de nos bonnes volontés. C'est que, au nom de ce fameux libre-échange, qui est devenu le Graal commun, on est prêt à, renoncer, renier à tous nos engagements, parfois même à nos valeurs, tant que nous ne passerons pas de ce que l'on appelle le libre-échange au juste échange. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de se fermer sur soi, de dresser des murs. Vous savez, il y a des frontières qui séparent, il y a des frontières qui relient. Tout dépend, encore une fois, de notre exigence. On peut très bien commercer, y compris avec ces pays-là, mais à nos conditions. Imposons nos normes. Et personne ne se privera du premier marché économique mondial qui est l'espace européen. Est-ce que nous pourrions, par exemple, nous fixer un objectif et le programmer et le fixer dans la loi, d'arrêter nos importations de soja
qui se font au détriment de la forêt amazonienne dans des conditions sociales indignes, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pas brutalement, bien entendu, mais même cela, pour l'instant, ça reste un vœu pieux. Et la justice environnementale, parce que, parlons de ce levier, la notion d'écocide, elle devrait être aussi portée par la diplomatie. On doit faire évoluer, évidemment, le droit international à l'aune des réalités environnementales, et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et tous ces mois que vous avez passés auprès des communautés indigènes, pas seulement en Amazonie, partout dans le monde, quelle est la chose que vous avez vraiment apprise à leur contact, la plus importante? Que nous faisons partie d'un tout. Et que nous, les hommes, nous faisons partie d'un tissu ancien, fragile, et que chaque maille de ce tissu conditionne la préservation ou la destruction des autres mailles. Que l'homme ne peut pas séparer sa dynamique, sa trajectoire du reste des êtres vivants. J'ai appris que nous savions énormément de choses, mais que nous en ignorions beaucoup plus, notamment sur nos origines, sur notre dépendance. Et que l'homme est certes un animal doué de raison, mais que cette raison, il est en train de la perdre, alors que les peuples premiers l'ont conservée soigneusement. En tout cas, l'espoir est toujours là. À nous de nous en saisir, de nous battre à tous les niveaux. À votre niveau, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau européen, au niveau mondial. Ça dépend de nous. Merci.